là, Raph, on voit votre livre, d'accord? Oui. On voit un petit soupçon juste Ça va là? la Alors, table. Ah, d'accord? très bien. Alors, Vous êtes très bien là. alors, on va démarrer le show. Alors, il est marqué dans la paracha de... Vous l'avez démarré? Alors, on va commencer. Oui, c'est démarré, c'est démarré. Alors, il est marqué dans la paracha de Bamidbar, dans le deuxième chapitre. Vaïdaber Hachem el Moshe ben Aaron le Moradi, Hachem a Moshe et Aaron, en disant Ish al diglo beotot le betavotam. Ish al diglo. Ici, la Torah, elle amène un détail important. Il est marqué dans la Torah que chaque homme devait se retrouver selon son étendard, selon son drapeau. Ish al diglo. Un dégel en hébreu, c'est un drapeau, un étendard. Ish al diglo, chacun selon son drapeau. Beotot, qui contenait des signes. Les bêtes avotam, des maisons de leurs parents, des signes qui avaient été déjà des signes ancestraux, des maisons des parents. Yachadou ben Israël meneged, saviv le'oel moed yachadou. Yachadou ben Israël mineged, donc les ben Israël vont camper. Mineged à une certaine distance de 1 mille, environ 1 kilomètre. Saviv le'oel moed, autour du oel moed. Alors imaginez-vous la scène, vous avez le sanctuaire dans le désert. Et autour de ce sanctuaire, on avait les Shvatim, les 12 tribus qui entouraient de part et d'autre, autour du oel moed, donc il est entouré comme ça. Ils se sont déplacés ils ont campé et ils se sont déplacés dans le désert de cette manière. Alors j'ai d'expliquer qu'est-ce que c'est que c'est quoi ces otot, ces fameux signes. Kol degesh yeshua otot mapat zvuat luyabo. Alors la Torah nous dit que Rachid nous rapporte que sur chaque drapeau il y avait une mappa. Une mappa c'est un tissu, tzavoua qui était coloré avec une couleur. On nous dit que la couleur de l'un n'était pas la couleur de l'autre. Chacun avait une couleur différente. La couleur qui était représentée sur le drapeau était la couleur qu'on retrouvait sur la pierre, qui était sur le pectoral du Kohen Gadol. Il y avait des pierres précieuses avec des couleurs différentes. Et sur chaque pierre était inscrit le nom du Shevet, le nom de la tribu, avec le nom de la tribu sur la pierre. Or, comment les gens se repéraient? Ils avaient un repère de couleur de la pierre sur le Choshen, sur le pectoral, et cette couleur il a retrouvé sur ce drapeau, il savait exactement à quel endroit ils devaient se retrouver sous le drapeau qui était le leur. D'accord, donc chacun pouvait retrouver son drapeau en sachant la couleur, la mappa, le hot, le signe qui était la mappa, le fameux tissu qui était sur l'étendard, il y avait une couleur et donc chacun retrouvait sa couleur. D'abord, à faire une autre explication, Beotot le betavotam, en signe des maisons de leur père, Otot chez Massar Naim Yaakov Aviem. En vérité, ce sont des signes qui ont été transmis depuis Yaakov Avinu, leur père. Kishenasu Mitzrayim chez Nemar Veyasu Ben Israël, chez Tubanav Lo, Ken Kaashot Siva Yehuda, Veisachar Veizvulun, Veisou Mina Mizrach, Verouven Ushimon, Vegad Dafto, etc. Que lorsqu'en fait Yaakov Avinu a dû être enterré en Eretz Israël, on est parti d'Égypte. On a transporté son linceul et on s'est déplacé de l'Égypte en Israël. Or, il leur a dit, écoutez, vous allez devoir vous déplacer, donc vous allez chacun se mettre dans les 4 points cardinaux. Donc on a mis 3 shvatim dans les 4 points cardinaux. On a dit, alors Rachid expliquait qu'à l'est, on a mis Reuven, Shimon et Gad, à l'est. Donc au nord, on a mis Issachar, Zvulun et on a mis Issachar, Zvulun et Yehuda à l'ouest, à l'est. Ensuite Reuven, Shimon, etc. dans le sud. Donc chacun, il se trouvait, il y avait 12 tribus, 3 x 4, 12, 3 tribus par points cardinaux. Et c'est comme ça qu'ils se sont déplacés. Et c'est comme ça aussi qu'ils se sont déplacés dans le désert. Les bêtes avotables, c'était quoi les signes? Ouais, c'est pas la couleur, comme disait la première explication de Rashi, des drapeaux, mais c'était la disposition qu'avaient les Bnei Israël au moment où ils ont déplacé Yaakov Avinu depuis la terre d'Égypte, du pays d'Égypte jusqu'en Eretz Israël à Hebron, l'endroit où on l'a enterré. Ils étaient placés d'une certaine manière, ils étaient ordonnés d'une certaine manière. Qui est-ce qui avait donné cet ordre? C'était Yaakov Avinu. Ok. Donc il y a 2 explications, Otot et Betavotam. Mais dans le cours, en vérité, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la chose suivante. Nous, ce qu'on va essayer de réfléchir ce soir, c'est de comprendre quel est le sens des drapeaux. C'est quoi ces drapeaux? Ouais, pourquoi la Torah nous demande d'avoir un drapeau? Ouais. Et à part ça, des drapeaux colorés. C'est quoi la couleur des drapeaux et c'est quoi un étendard? Alors, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un étendard. Pourquoi dans tous les pays il y a des drapeaux? Ouais, chacun il est représenté par un drapeau. Alors la France c'est le bleu, blanc, rouge. Ailleurs c'est le vert, en Italie c'est des couleurs différentes. Au Japon c'est une couleur différente, etc. Avec des symboles. Donc c'est vrai qu'il y a des symboles, il y a aussi des couleurs. Ouais. Le bleu, blanc, rouge c'est la liberté, le blanc c'est la pureté, le rouge c'est le côté sanguinaire. Ouais, c'est-à-dire qu'on est capable de se défendre
bec et ongle contre son ennemi, donc on a du rouge, etc. Liberté, égalité, fraternité sont des symboles très forts, donc c'est ce qui représente la France, donc ça veut dire, voilà, donc il y a des couleurs, il y a des hototes, il y a des signes, ouais, qui sont représentatifs d'une idéologie, ouais, c'est ce que représente le drapeau. Un étendard, c'est qu'on va lever, ouais, des couleurs, on va montrer aux yeux de tous que voilà, ce sont les valeurs qu'on représente et qu'on respecte. Ça, c'est l'étendard. Maintenant, pourquoi la Torah, elle voulait absolument que les Israël aient des étendards, ils aient des drapeaux et des couleurs? Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, le Midrash rapporte qu'au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, les Israël, ils ont vu des anges. Ils ont vu 22 000 fois 10 000 anges. Ça veut dire 2 milliards 200 millions d'anges. C'était énorme. Comme ça dit le Midrash. Et ils ont vu ces anges, qui avaient chacun des missions différentes. Et ils avaient aussi des étendards. Ils avaient des drapeaux et des couleurs différentes. Lorsque les Israël ont vu ça, ils ont été époustouflés par la beauté du spectacle. Ils ont vu que des êtres, des anges différents, chacun différent, avec des missions différentes, ils étaient capables de vivre en harmonie avec des couleurs magnifiques. C'est-à-dire qu'on voyait des milliards d'anges comme ça, avec des couleurs, etc. Et l'harmonie de tous ces éléments séparés était magnifique à voir. Dit le Midrash, ils ont eu une ta'ava, un désir profond d'avoir des drapeaux. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé des drapeaux. Et donc c'est pour cette raison que la Torah a dit qu'Hachem a ordonné qu'on ait chacun des drapeaux. Voilà. Donc c'est venu du désir qu'on a créé au départ. Quel était le désir? Qu'est-ce qu'on a voulu créer en fait? Alors le Rav Dessler explique qu'en fait on a voulu créer une chose extraordinaire, une chose importante. On a voulu créer le désir de l'ordre. De mettre les choses, d'ordonner les choses. Voilà. En fait, quand ils ont vu mis dans l'ordre, ou comme explique Rachid que Yaakov les a mis en ordre, ouais, on a voulu créer chez eux cette volonté, ce désir de l'ordre. Oui. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est fondamental de mettre dans l'ordre, qu'est-ce que c'est que cet étendard, etc. Alors il y a trois notions qui sont importantes de connaître, de comprendre dans l'ordre. Trois choses à comprendre. D'abord, le plaisir de voir des choses dans l'ordre. Le simple plaisir de voir les choses dans l'ordre. Donc c'est le côté technique de l'ordre, c'est-à-dire, lorsque vous rentrez chez vous, ben, vous n'avez pas une chemise par terre, des pantalons par terre, des chaussettes par terre, vous cherchez, d'accord, tout est désordonné, c'est pas joli à voir. Par contre, vous rentrez dans une maison bien ordonnée, les meubles sont bien ordonnés, ils sont bien cadrés, les choses sont bien à leur place, vous n'avez pas un cadre en bas, il y a je sais pas, un candélabre qui est derrière un canapé, non. Tout est bien ordonné, c'est beau à voir. Donc l'ordre, la première nécessité de l'ordre, c'est l'équilibre psychique de la personne. On veut voir les choses bien placées, bien ordonnées, ça fait plaisir de rentrer chez soi quand les choses sont belles à voir. Ça va? Donc la première notion de l'ordre, c'est effectivement le décor, que les choses sont belles à voir quand elles sont ordonnées. D'accord? Vous avez, une fois visité Versailles, vous avez vu ces magnifiques jardins français, ouais, avec l'harmonie, la symétrie. Quand vous voyez ça à vue d'avion, c'est extraordinaire à voir. Et donc quand on s'y trouve, c'est beau. Non, ce qui est beau, c'est l'harmonie, le côté ordonné des choses, la symétrie qui est belle à voir. La deuxième notion de l'ordre, c'est le côté pratique de l'ordre. Oui. Le côté pratique, c'est quoi le côté pratique? Le côté pratique de l'ordre, c'est la chose suivante. Quand vous recevez des factures, ouais, où est-ce que vous les mettez? Ben, vous les mettez dans un fichier, dans un classeur, et vous savez que, je sais pas, facture EDF, GDF, et ben vous avez un dossier, vous avez vos factures, quand vous lancez, vous ouvrez votre classeur, vous les mettez dedans, c'est rangé. Vous facturez, je sais pas moi, des feuilles d'imposition, des feuilles etc., des papiers précieux, des choses que vous voulez conserver, vous les rangez quelque part. Parce que pourquoi? Parce que si vous en avez un jour besoin, vous savez où les chercher. Mais si vous mettez, vous prenez vos factures, vous les mettez une derrière l'autre, et vous faites des pareils, des tas partout, des tas de factures chez vous. Ouais. Lorsque vous cherchez une facture, vous allez faire tous les tas pour la retrouver, c'est impossible. Donc la deuxième notion de l'ordre, que les choses sont ordonnées, c'est qu'on arrive à faire que que le côté pratique, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche quelque chose, ouais, alors on peut se le trouver, d'accord? Vous cherchez vos lunettes, elles ne sont pas sous l'évier, d'accord? Elles ne sont pas sous l'évier. D'accord, vous cherchez, je sais pas moi, une brosse à dents, elle n'est pas sous votre oreiller, d'accord? Donc c'est important que mettre en ordre, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que la mise en ordre, elle permet de classifier les choses, de savoir exactement où les trouver. Ça, c'est la deuxième notion de l'ordre. La première notion, c'est la beauté de l'ordre. La deuxième notion, c'est cette capacité à pouvoir retrouver les choses parce qu'elles sont ordonnées, elles sont classées. La troisième notion d'ordre, et c'est la plus importante, ouais, c'est d'arriver à mettre de l'ordre dans sa tête. Ça veut dire, lorsque les choses elles sont bien ordonnées, ouais, c'est-à-dire qu'on a créé des cases dans sa vie, des cases dans sa tête, et qu'après on est capable de les remplir dans l'ordre, et qu'on est capable de mettre les choses où elles doivent être, de pouvoir classifier les choses dans sa tête, d'être logique, d'être cohérent, de mettre les choses dans l'ordre, comme des plans. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend à faire? On dit, vous allez faire
un devoir, vous allez faire une rédaction. Alors on nous apprend à faire une introduction, en posant les problèmes, en posant les éléments, les paramètres de la problématique. Ensuite, on nous demande de développer en première partie, de faire un développement qui puisse élargir au maximum la question qui a été posée. En deuxième partie, de montrer une opposition à ce qui a été dit auparavant. Ouais. Donc de vraiment montrer une vraie confrontation entre les deux idées. Et en troisième partie, de voir qu'est-ce qui est le plus cohérent et le plus logique, d'accord, et en conclusion, de conclure qu'effectivement, ce qu'on va choisir, c'est ça. Donc on a fait une conclusion, on a un plan dans la tête, ça va? Mais pourquoi ça s'entend? Parce qu'il y a une logique derrière le plan, d'accord? Quelquefois, lorsqu'on était à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? Le professeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait un sujet, d'accord? Il va parler. Donc un professeur qui va parler pendant 1 heure, ouais. Après, il demande à un élève, qu'est-ce que tu as retenu? Il dit, bon, ben, le sujet c'était ça. Après, il a beaucoup de mal à retrouver le plan, ouais, parce qu'il faut savoir en structurer. Donc le problème, c'est qu'il essaie de se rappeler des mots, mais pas forcément de se rappeler du plan qui a été utilisé. Quel était le fil conducteur? Quelle était la logique? Quelle était la démonstration qu'il a faite? Il ne saura pas forcément vous dire. Par contre, si le prof, il écrit au tableau, il dit, voilà, le titre du sujet qu'on va traiter, c'est ça. Donc il a donné le titre. Ensuite, à chaque fois qu'il traite de quelque chose, qu'il bascule sur autre chose, il marque au tableau les phases du raisonnement. Qu'est-ce qu'il va retenir l'enfant? Il va retenir pourquoi? Parce qu'il va voir le tableau. D'accord? En voyant le tableau, il va dire, si vous lui dites qu'est-ce qu'il a dit, ben, il va se rappeler de mémoire, il a dit ça, le titre était ça, il a parlé de ça, voilà, parce qu'il voit, il y a quelques points à retenir, vous comprenez? Mais après, ce mécanisme, il va pouvoir le faire tout seul. Pourquoi? Parce que lorsque le prof va parler, il va mettre des titres. Il va dire de quoi il parle, ben, il va parler de ça. Donc le sujet, c'est ça. Quel est la problématique? C'est un problème de Torah, un problème de politique, un problème de géographique, un problème de mathématique. Alors, il va mettre une matière. Ensuite, il va pouvoir suivre le raisonnement qui a été tenu. Et après, il va comprendre qu'il y a une logique derrière. Il va comprendre qu'il y a une chronologie dans le raisonnement. Et ça va lui permettre de mieux comprendre. Ça va? Mais ce raisonnement-là, ce mécanisme-là, il faut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Les gens qui ne sont pas clairs dans leur tête, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément capables de mettre en ordre des choses. Lorsqu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises, c'est parce qu'on n'a pas su mettre dans l'ordre. Il y a un jeu qu'on fait avec les enfants. On prend une image de bande dessinée avec des séquences qui ont une logique. D'accord? D'accord. On coupe ces feuilles, ces petites images, et on les mélange. Et après, on dit aux enfants, allez hop, essayez de les mettre dans l'ordre. C'est là qu'on voit si un enfant il est logique ou il n'est pas logique. Il y a une histoire dans ces images. Il faut reconstituer l'histoire. Donc il y a une chronologie. S'il met le monsieur qui sort de chez lui, il le met au début, ouais, ça peut s'entendre. Ouais. Mais s'il le met à la fin, alors qu'il est en train de sortir de chez lui, il le met à la fin, il le met à la fin alors qu'il est en train de sortir, ça n'a pas de logique. Ouais. D'abord tu sors de chez toi, après tu vas au travail, etc. Donc s'il met la feuille où il part, s'il la met à la fin, il n'a pas compris, vous la met au milieu, il n'a pas compris. Donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre des séquences. Ces séquences, en réalité, ce sont des séquences qu'on organise dans sa tête. C'est mettre en ordre. Vous comprenez? Donc la capacité à le mettre dans l'ordre, c'est fondamental. Dans la chronologie de la vie, dans les séquences qu'on va devoir opérer dans son existence. Mettre dans l'ordre, c'est fondamental. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, ouais, et comme c'est marqué dans la paracha, que lorsque Eliezer il a posé des questions à Rivka, elle a répondu à la Rishon, à la Achron. Elle a répondu selon l'ordre des questions qui ont été posées. Il a été posé 2 questions, on a dit, je vais répondre à la première et à la deuxième. On voit qu'elle est ordonnée, elle est logique. Vous comprenez? C'est très important. C'est aussi marqué dans la Gemara, dans Shabbat, qu'une fois il y a un rave, il a dit à ses élèves, voilà, demain c'est Shabbat. On est vendredi, demain c'est Shabbat. J'aurais aimé qu'on aille étudier ensemble dans la clairière. Il y a un jardin, il y a une sorte de forêt, qu'on aille étudier ensemble dans la clairière pendant Shabbat. Seulement, on ne va pas s'asseoir par terre, donc il y a des pierres. Là-bas, il y a des pierres, des rochers. Essayez de les déplacer. Limdum et avadim. Déplacez ces pierres-là, mettez-les en ordre, de façon, les mettez en rond par exemple, de façon à ce qu'on puisse s'asseoir et puis étudier ensemble sur les pierres, sur les petits rochers qui étaient présents. Limdum et avadim. Il y a marqué Limdum et avadim, c'est en araméen, Rachid traduit sidrum, se ordonner les pierres. Limdum, sidrum. Limdum, ça vient du mot limoud, l'étude. Sidrum, ça vient d'ordonner. Si quelqu'un étudie à toi, il n'est pas capable d'ordonner dans sa tête, il ne pourra pas retenir, il ne pourra pas comprendre. Ouais. Il ne pourra pas utiliser sa mémoire comme référence. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas mettre des cas, il ne sait pas mettre en ordre. Le Limud Torah, c'est pareil, il faut se mettre en ordre. On est avant Matan Torah. On leur a montré des anges. En fait, on a voulu créer chez eux le désir de l'ordre. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on va donner des enseignements, où est-ce qu'on les met? Dans quoi on les met? Et quand on va comprendre les choses dans une chose, dans les comparaisons, est-ce que ce principe, on va le mettre dans quel endroit? Donc ça veut dire qu'on voudrait qu'on arrive à cette dimension, que d'être capable de mettre en ordre des choses, c'est fondamental. Ça s'apprend. Ouais. Parce que lorsqu'on est capable de mettre en ordre, alors on est même capable de synthétiser.
Par exemple, vous avez un livre à lire. Ouais, par exemple, je sais pas moi, quand on passe le bac, on vous dit vous allez faire de la géographie. Mais les leçons, elles sont énormes. Ouais. Vous allez apprendre l'Amérique, alors géographiquement, c'est d'abord les villes. Ensuite, c'est de pouvoir. Il y a des choses importantes à retenir, le nombre de la population, la puissance mondiale, l'énergie. Bon, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, si le type il va prendre un livre de 50 pages, 60 pages, 100 pages, il va essayer de l'apprendre, il va répéter combien de fois pour l'apprendre. Ça va être énorme. Par contre, si page après page, chapitre après chapitre, il est capable de concentrer les données. Il va prendre des fiches, il va concentrer les données. Donc la population américaine, c'est ça. Les points essentiels, il va les marquer. En vérité, qu'est-ce qu'il va retenir? Pas tout le texte. Il va synthétiser de façon à ce qu'il puisse ordonner et retenir la fiche. Voilà. Mais dans les données essentielles, il les a en tête. Il a synthétisé, mais à partir d'un certain ordre. Vous comprenez? Et ça, c'est fondamental dans la vie, de mettre en ordre. Les femmes, elles adorent l'ordre. Il y a des gens qui se plaignent de l'ordre. Les hommes, parmi ils ne comprennent pas, ils mettent ils mettent un peu n'importe où. Ouais. Et après, on leur dit, mais non, mais arrête, range tes affaires, range tes machins. Et ça les agace. Alors, il dit, j'en ai marre. Chaque femme me dit, range tes affaires, range tes machins, ça me fatigue. Ouais, je dis, mais c'est dommage. Tu as une femme qui a ordonné, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une qualité féminine. Vous comprenez? Voilà. Ouais. Alors ça, hein, alors c'est vrai, mais quelque part, on sent que les femmes, elles adorent voir quand c'est bien dans l'harmonie, etc. Je dis, mais c'est une tova qu'Hachem il ait fait qu'une femme soit comme ça. Les gens, ils se plaignent, mais c'est une tova. Parce que ça lui permet de lui de mettre de l'ordre dans sa tête, d'être ordonné, d'avoir du plaisir à mettre en ordre. Ça va équilibrer sa vie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est ça qu'on voulait découvrir. On va essayer de réfléchir ensemble. C'est quoi ce dégueule? C'est quoi ce drapeau? C'est quoi ces couleurs? Ok. C'est marqué aussi une chose étonnante dans la Torah, hein, à propos du don de la Torah. C'est marqué que lorsqu'on a reçu la Torah, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu monteras sur le mont Sinaï. Mais Hachem, il a dicté qu'il y a une frontière qu'on ne devra jamais passer. Que ceux qui vont passer cette frontière pour monter sur la montagne, Motumat, ils mourront. Donc il y avait une frontière, une limite interdite. Donc Moshe Rabbeinu monte, derrière il y avait Aaron, après il y avait les Kohanim, après il y avait les Lévim, après il y avait les Bnei Israël. Donc on a mis dans l'autre, etc. On a séparé. Et à part ça, dit Rashi, que chaque Ben Israël était séparé de l'autre. Comme des frontières autour d'eux. D'accord? Il y avait comme des frontières autour, comme il y avait une frontière qui séparait les Lévim des Ben Israël. Il y avait des barrières qui séparaient les Ben Israël entre eux. Et il dit la Torah que le jour où on a reçu la Torah, on était Ish Echad Belev Echad. Ish Echad, ça veut dire un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. On avait tous envie de recevoir la Torah. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire un seul homme avec un seul cœur? C'est quoi un seul homme avec un seul cœur? Alors un seul cœur, ça veut dire qu'ils avaient la même idéologie, ils avaient la même idée, ils voulaient tous recevoir la Torah, ils avaient tous envie d'être Oved Hashem, ça c'est le lève, le cœur. C'est quoi Ish Echad, un seul homme? Alors le truc comme ça. On voulait créer un impact énorme. Alors écoutez bien. Si quelqu'un, imaginez-vous, maintenant, on va faire une manif. Ça va? Ok. Donc moi je viens, hein, et je me retrouve dans la rue, je dis allez, et je vais manifester. Voilà, je vais manifester parce que je voudrais qu'il y ait des crèches en bas de ma rue. D'accord? Donc j'ai été voir le maire, il n'a rien voulu savoir. Je dis ok, bon, je vais faire une manif. Donc j'ai pris une pancarte, j'ai marqué on veut des crèches dans le 19e, dans mon quartier du 19e. Et je prends mon panneau et je me balade dans la rue avenue Jean Jaurès. Et je dis là, on veut une crèche dans le 19e. D'accord, je suis tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous pouvez vous déranger, il y a des voitures, hop, circuler, aller prendre le métro. Ça va? Voilà ce qui va se passer. Ok. Maintenant, s'il y a 1 million de personnes qui se baladent dans le 19e et qui passent dans le 19e et qui vont de la République à la Bastille, 1 million de personnes. Des kilomètres de queue de gens là. Vous savez que ça va passer dans les journaux, ça va passer à la télé, ça va passer à la radio, les gens vont parler. Pourquoi? Parce qu'on est Ishechad. C'est quoi Ishechad? C'est un seul homme. En vérité, cet homme, il est énorme, il mesure 1 kilomètre. Ça veut dire de voir cette masse populaire se déplacer, Ishechad, comme un seul homme, ça veut dire, on a fait, comme c'est qu'on avait concentré tous ces êtres, on a fait un homme énorme qui se déplace, un homme qui mesure des kilomètres. C'est sûr que mais imaginez-vous, vous avez une personne en face de vous, elle mesure 15 mètres de haut. Wow, impressionnant, ouais. Donc il n'a pas la même structure, la même corps que quelqu'un qui mesure 1m50 ou 1m10, ouais. L'impression que ça peut laisser, elle est énorme par rapport à ce que c'est, d'accord? Pareil, quand vous avez des millions de personnes, on est tous impressionnés, et ça passe dans les journaux, ça va? Mais si dans la masse, d'1 million de personnes, chacun revendique quelque chose d'autre. L'autre, il a un problème avec les allocations familiales, l'autre, il a un problème avec la sécurité sociale, l'autre, il a un problème avec la crèche, l'autre, il a un problème avec ses écoles, chacun il revient avec des revendications différentes. Donc là, on est Ishechad, mais on n'est pas les Bechad. Alors non plus, ça ne fera pas d'impact. Il faut que ça soit un tronc commun, que le problème, elle pèse sur la société. Ça se voit parce qu'il y a 1 million de personnes pour la même raison sont venues. D'accord? Donc il y a une forme de solidarité qui rassemble les gens
pour un problème commun, ou pour une idéologie qui est commune. Et ça fait Ishachad Belevechad. C'est ça qu'on voulait réaliser le jour du matin de Torah. On voulait que les gens se rappellent, les gens puissent voir, les gens puissent s'impressionner par la multiplicité des différences humaines qui vont se rassembler pour un idéal commun. Voilà. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que Rachid dit Ishachad Belevechad, ils étaient soudés. Ouais. Mais comment on peut être soudé lorsqu'on est séparé par des barrières? Ouais. Normalement, la limite, elle fracture les choses. Elle ne rassemble pas les choses. Rachid dit qu'ils avaient tous des barrières autour d'eux. Non seulement on avait séparé les Lévim des Kohanim, etc., mais en plus, même entre chaque Ben Israël, il y avait ce qu'on appelle des Mechitzot, c'est des barrières, ouais, des paravents, comme des choses qui sont virtuelles, bien sûr, mais qui séparent les êtres. Mais comment ça fait qu'en nous séparant, on voulait imaginer qu'on soit ensemble? C'est le contraire. Si on nous sépare, c'est qu'on n'est pas ensemble. Oui ou non? Donc c'est quoi cette séparation? À quoi elle sert cette séparation? Mais pas du tout, puisqu'on est séparés. On n'est pas liés. Donc comment on peut dire qu'on était un seul homme avec un seul cœur? C'est l'autre. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? Quel est le lien? Comment ça marche le lien? Le lien il est contradictoire. On a séparé pour lier, ça ne veut rien dire. Alors le truc il est comme ça. En vérité, c'est la séparation qui va faire la différence. Écoutez bien. Ce qu'on aurait voulu, c'est que chaque être qui se trouve devant le mont Sinaï, il puisse être lui-même. Comment on va être soi-même? Alors il faut on soit écarté des autres. La limite, c'est pour se définir. La limite, c'est pour dire que j'ai un drapeau, je revendique quelque chose, mais j'ai ma couleur. Ma couleur, ça veut dire, qu'est-ce qui me représente intérieurement? Il faut être capable, en vérité, d'arriver à rentrer dans sa couleur, de se définir sa couleur, donc de rentrer dans sa personnalité, rentrer dans tout ce qui fait de nous des êtres intéressants, de se valoriser quelque part parce qu'on est intéressant, de voir que quelquefois cette couleur elle est un peu dénaturée parce qu'on a aussi fait des avérotes, parce qu'on fait des bêtises, parce qu'on n'a pas des bonnes midotes, parce que, etc., etc. Donc si on est capable de rentrer dans soi, on est capable de rentrer dans sa propre couleur, ça veut dire de qu'est-ce qui nous définit en particulier, alors en vérité on est capable de comprendre sa différence avec les autres, ouais, son originalité par rapport à ce que les autres sont. Mais ça n'est possible que si en vérité on est capable de mettre une limite à soi. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas cette limite. Et donc, ils vont faire des comparaisons sans vraiment se comprendre. Ils vont tomber dans la jalousie, ils vont tomber dans la haine, par exemple. Ouais, on avait dit, c'est une fois dans la cour, que le premier crime de l'humanité, ouais, c'est Caïn et Evel. Et lorsque Caïn se rend compte que son frère, il a plus d'avantages que lui, ouais, parce qu'il a 2 femmes, et ça l'étonne, alors que lui, il l'aîné, il n'en a qu'une. En plus, lorsque Hachem a créé le corban de Evel, là il va s'énerver, dit la Torah, il va être blême devant un cadeau de beaucoup, hein, parce que quelque part il vient faire un cadeau à Hachem, Hachem lui refuse. Ça va? Donc Hachem lui dit, Lama Charaaf, pourquoi tu m'en colères? Lama Nafubalecha, pourquoi tu deviens blême? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe après? Après Caïn il va tuer Evel, parce que Evel, on a accepté son corban et pas le sien. Hachem vient le voir, il dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Ouais, Ayeka, où est-ce qu'il se trouve? Alors je te dis que tu viens de rentrer en discussion avec Evel, avec Caïn. Mais le problème, en vérité, c'est de comprendre plus profondément. Quelle était la question de Hachem? Quand on est parlé, il dit pourquoi tu t'énerves? Mais ça, c'est la pire des questions qu'on peut poser à quelqu'un qui est énervé. Ouais? Quelqu'un qui est énervé. Alors Hachem lui refuse encore. Il dit mais pourquoi tu t'énerves? Je vois, pourquoi je m'énerve? Tu m'as refusé mon corban. Comment tu veux que je m'énerve pas? Ouais, tu m'as vexé. Oui, non. Maintenant, en vérité, la question que pose Hachem, bien sûr qu'il n'est pas idiot, Hachem. La question c'est, mais pourquoi tu t'énerves? La question, tu devrais te la poser, mais pourquoi je m'énerve? Oui? Parce que je considère qu'Hachem, il aurait dû accepter mon corban. Mais tu penses pas que s'il l'a refusé, c'est qu'il y a un problème dans mon corban. Donc il n'a pas voulu me vexer, il a voulu simplement me dire que ça ne va pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Ouais? Et ça, quand on le sait, en vérité, on a honte. Quand on voit qu'on nous refuse un corban, c'est qu'on a honte. On devrait avoir honte de se dire, mais pourquoi Hachem m'a refusé mon corban? Qu'est-ce que j'ai dû faire de mal? Mais là, il s'énerve. Ça veut dire, il dit, mais pourquoi tu refuses? Tu me rends blême parce que pourquoi tu m'as fait honte? Donc il est dans un regard qui est sur soi et pas sur Hachem. Hachem dit, mais pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire, tu aurais dû te poser cette question, mais pourquoi je m'énerve? Vous avez compris? Hachem, s'il a refusé, il n'est pas idiot. Quand je m'énerve, quand Caïn s'énerve, ça veut dire qu'il pense qu'il a raison et qu'Hachem a eu tort. Il dit, ah mais comment il a osé? Ça veut dire, j'ai très bien fait, seulement il a eu tort de me refuser mon corban, vous comprenez? Donc il remet la faute sur Hachem et pas sur lui. Hachem dit, mais pose-toi la question, mais pourquoi tu t'énerves? Après tu vas comprendre. Mais il ne veut pas la poser la question.
Maintenant, quand Hachem lui dit, mais il est où Evel Achicha, il est où Evel ton frère? Ouais. Il a dit comme ça. Parce qu'il a dit avant, il a dit, Im tetif set, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et si tu t'améliores pas, alors la faute est tapie derrière la porte. Donc tu ouvres la porte, la faute elle est là, tac, tu vas faire la gare. Il l'a prévenu avant. Maintenant, effectivement, Caïn il succombe, il tue son frère. Hachem lui dit, mais il est où Evel ton frère? La question c'est ça. Ce qu'il fallait améliorer, et si tu avais amélioré, tu n'aurais pas fauté, et j'aurais pardonné. C'est comme ça. Mon frère, il a un nom. Il s'appelle Evel. Mais Evel, il a une identité puisqu'il a un nom. Pourquoi tu n'es pas rentré dans l'identité de ton frère pour le définir? Puisqu'il a un nom, c'est qu'il a quelque chose à revendiquer puisqu'il existe. Donc, toi, ton devoir, c'est pas d'essayer de tuer celui qui te dérange, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre est. Et essayer de vivre avec cette différence. On a plus à gagner de nous enrichir par la différence que de devoir tuer la différence, de devoir éliminer la différence. Donc si tu étais rentré dans ton frère, ouais, ça veut dire essayer de rentrer dans Evel, parce qu'Evel il a un nom. Mais tu n'es pas capable de faire, vous savez pourquoi on n'est pas capable? Parce qu'on ne sait pas se définir soi-même. Alors comment voudriez-vous qu'on arrive à définir les autres? Mais pour rentrer dans soi, il faut être capable de s'apprécier et de se comprendre. Ouais, de savoir qu'est-ce qu'Hachem nous a donné. Qu'est-ce qu'on doit faire avec. Mais plus on est capable de rentrer dans la capacité qu'on a d'exister, et plus on peut se donner un sens. Et, plus moins on est vexé si on nous dit qu'on est ça et ça et ça, ben on dit, si vous c'est vrai, ben, je dis, ben, c'est ce que je suis, donc je ne me vexe pas. Et si c'est faux, je dirais, bon, ben, il est bête, il a rien compris. C'est bon. Mais jamais, au grand jamais, je serai touché par ce que je dirai si je sais exactement qui je suis. Vous avez compris? Comme par exemple, si quelqu'un lui proposait d'être le président de la République, il va dire, bah, je ne le ferai jamais. D'accord? Donc, j'ai pas dit de Serra d'être le président de la République. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il y a une telle différence entre lui et moi que ça ne commence même pas. D'accord? Donc, je n'ai même pas des génies de haine ni de jalousie vis-à-vis de cet homme. Donc, quand est-ce qu'on est jaloux des autres? Quand est-ce qu'on est haineux vis-à-vis des autres? Quand on pense que ce que l'autre est, on pourrait l'être aussi. La Torah peut-être Hachem a fait qu'on a tous des visages différents, parce qu'en vérité, on est différents. Donc, de se dire, mais non, mais on est pareil, et lui, je comprends pourquoi lui il a plus d'argent que moi, et pourquoi l'autre il a deux femmes, pourquoi Hachem il accepte son corban n'est pas le mien. Ouais. Mais c'est parce qu'on est des êtres humains qu'on est les mêmes. Donc au départ, il fallait mettre une mechitza autour de soi pour dire, arrête de comparer. Regarde-toi d'abord. Quand Caïn, il dit à Hachem, à Shomer, à Rianochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ouais, pour que tu me demandes où il est, je dis, je suis le gardien de mon frère, je sais où il se trouve. Moi, j'ai autre chose à faire que d'aller voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire le contraire de ce qu'il fait. Il a honte en vérité de dire qu'il est le gardien de son frère. Mais il est le gardien de son frère. Mais il ne veut surtout pas qu'on le dise. Vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'amour de soi et pas dans l'amour des autres. La Torah nous dit, il est où Evel Achicha? C'est-à-dire que si tu avais su définir ton frère, en tant qu'Evel, tu ne l'aurais pas tué. Tu aurais dit, c'est trop grave. Si tu as fait, même si tu n'avais pas su définir Evel ton frère, mais tu sais pertinemment que ton frère, il est ton frère. Donc si tu avais développé chez toi cette capacité à développer la fraternité, tu n'aurais pas pu non plus le tuer, parce qu'il est quand même ton frère, mais si tu ne sais pas le définir. Vous avez compris? Donc ces deux notions, elles existent et elles n'ont pas été développées. Il est où Evel Achicha? Il est où Evel chez toi? Et elle est où la fraternité que tu aurais dû créer chez toi? Elle n'est pas là. Donc c'est pour cette raison que tu fautes. Il t'étif said, si tu t'améliores, je te protège, je te sauverai, je te pardonnerai. S'améliorer, ça veut dire être capable de mieux définir la personne pour pouvoir l'aimer un jour et l'apprécier telle qu'elle est dans sa différence. Alors que lorsqu'on n'est pas capable de faire une chose pareille, donc on tombe dans la jalousie. C'est quand on sait comprendre la couleur des autres, on sait bien que c'est pas la même, on n'a pas la même. Donc pourquoi on va être jaloux de ce qui est différent de soi? Et on est jaloux quand on pense que c'est la même, on est pareil, et c'est pas normal que lui il ait eu et pas moi. Là je suis jaloux. Mais quand je sais qu'on est complètement différents, on a des couleurs différentes, et on a des idéaux différents, des capacités différentes, pourquoi on va être jaloux de quoi? Vous comprenez? On sait que nous on n'est pas capable de faire ce qu'on fait parce qu'on est moins, on est plus, et donc on n'est pas jaloux non plus. Vous comprenez? Mais de vouloir s'approprier ce qu'ont les autres, ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cette raison, dit la Torah, qu'il faut mettre des mechitzot. Il faut séparer les êtres. Pour que quelqu'un soit capable de se définir et de se comprendre dans sa différence. Comme on avait dit une fois aussi, on avait dit que lorsque la Torah nous dit que Hachem il a créé deux méhorot, deux luminaires, au début de la création du monde. Ouais, le quatrième jour, il a créé deux grands luminaires. Méhorot Agdolim, deux grands luminaires. Le Mahar Gadol,
le premier grand luminaire, il va régner le jour, le soleil, et le petit luminaire, Amar Akaton, ouais, lui, il va régner la nuit. La Torah dit, au départ, qu'ils étaient grands tous les deux. Après, on nous dit qu'il y avait un grand et un petit. Je comprends pas. Pourquoi ça se contredit dans le même verset? Rachid explique, il dit non. En vérité, au départ, il avait créé deux luminaires qui éclairaient autant l'un que l'autre. La lune éclairait autant que le soleil. Maintenant, la lune, elle ne comprend pas. Elle dit, on est deux rois, avec une seule couronne. Le roi, c'est le soleil, la reine, ou le roi, c'est la lune. Ouais. Et on a la même couronne, c'est qu'elle éclairait la terre. Mais on se rend compte que le jour où la nuit n'existe pas, c'est simplement le jour, c'est défini par le soleil, la nuit, c'est défini par la lune. Mais en vérité, on éclaire autant l'un que l'autre. Mais si on éclaire la terre autant l'un que l'autre, à quoi ça sert de créer deux rois? Fais un seul roi qui va éclairer autant le jour que la nuit. Pourquoi tu as créé deux rois? Un le jour et un la nuit. Alors Hachem me dit, ah, tu penses comme ça, alors on va te diminuer. Et donc tu éclaireras moins, et on te rajoutera pour te consoler des étoiles. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, elle avait raison, elle avait tort. Elle avait raison, quelque part, la terre était éclairée autant que ça en crée deux, et crée un seul. Et pourquoi Hachem, si elle avait eu tort, il l'a diminué, il l'a pas enlevé? Et pourquoi? Parce qu'elle pose la question, c'est elle qui va te diminuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais. Alors le truc, il est comme ça. Derrière la question, il y a une envie d'éliminer l'autre. Le problème, c'est le problème de pouvoir. Comme Caïn, il veut avoir le bétail, et il veut avoir la terre. Son frère, il prend de la place, il prend sa place. Quelque part, il prend sa richesse, il prend ses biens, il prend tout ça, ça le dérange. Donc de vouloir éliminer l'autre, c'est de vouloir s'approprier de tout le pouvoir. De vouloir éclairer